Quand j'avais 19 ans, je suis partie habiter en Roumanie dans le cadre d'un échange Erasmus. J'ai mis à profit cette année pour voyager à travers l'ex-bloc soviétique et yougoslave. À cause des horaires de train improbables dans cette région, je me suis souvent retrouvée à dormir en transit dans des halls de gare allongée au mieux sur un banc, la tête calée contre mon sac à dos. Vous l'aurez compris, je n'étais pas l'étudiante la plus assidue. Je n'ai quasiment jamais mis les pieds à la fac de sciences politiques de Bucarest, sauf pour assister à un cours que je n'aurais raté pour rien au monde, celui sur l'histoire des femmes roumaines. C'était la première fois qu'on m'enseignait cette matière et j'ai trouvé ça génial de découvrir le passé d'un pays par le prisme de ses femmes les plus illustres, comme Hélène Negruzi, première femme avocate du pays, militante antifasciste dès les années 30, ou Maria Rossetti, journaliste du 19e siècle aux idées révolutionnaires. Car jusqu'à présent, en cours d'histoire géo au lycée, au programme de philo ou ensuite dans mes études de sciences politiques en France, on m'avait surtout enseigné l'histoire des hommes. Ce n'était pas dit tel quel, mais les femmes étaient invisibles comme effacées de la grande histoire avec un grand H. Florence Rochefort, j'imagine que vous ne me contredirez pas sur ce point de la grande histoire. Vous êtes historienne, spécialiste des féminismes, chercheuse au CNRS et vous avez été membre du conseil scientifique de l'Institut du genre. Bonjour. Bonjour. Florence Rochefort, vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet, comme récemment en 2020 à la Découverte, le bien nommé « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, avec Bibia Pavard et Michel Zancarini-Fournel. Mais aussi cet ouvrage très didactique, Histoire mondiale des féminismes en 2018, dans la collection Que sais-je des PUF. Pour ce 4e épisode de Faire Genre, le podcast de Binge Audio et de l'Institut du genre, ce groupement d'intérêt scientifique du CNRS, nous aborderons avec vous, Florence Rochefort, la notion de féminisme, au pluriel, pour voyager dans l'histoire de ces mouvements sociaux. Pour commencer cet échange, j'aimerais vous demander quelle est l'origine de ce mot. Alors l'origine de ce mot, il est passionnant parce que justement, c'est un mot qui vient de l'antiféminisme. C'est une injure par Alexandre Dumas-Fils, qui était un essayiste à la mode en 1872 et qui va cibler les hommes qui défendaient l'égalité des sexes et les droits des femmes. Et on les appelle ces féministes, qui était un vocabulaire médical, comme on dirait aujourd'hui ces femmelettes. C'était la définition médicale, c'était ces hommes qui avaient des caractéristiques trop féminines. Et ensuite, c'est repris par Hubertine Auclair, qui est une grande militante suffragiste et suffragette, et qui, 10 ans après, reprend le terme à son compte pour désigner les militantes. Donc on appelle ça le retournement du stigmate, prendre un mot négatif pour au contraire, le désigner en positif. Et puis ensuite, c'est un mot qui se répand dans le mouvement féministe 10 ans après, ça devient très commun. C'est même un mot à la mode en 1900 en France. Et c'est un mot qui, de cette racine française, va être décliné dans beaucoup de langues, beaucoup plus récemment encore en arabe, qui intègre maintenant le mot féminisme. Et qu'est-ce que ça signifie exactement ? Déjà, lutter contre les préjugés misogynes et prendre conscience de l'inégalité des sexes, non pas comme un fait naturel ou divin, mais quelque chose qui est construit par des sociétés. Donc c'est déjà une révolte et une dénonciation des iniquités. Et puis c'est ensuite faire la preuve que ces iniquités existent, parce qu'en général elles sont invisibles ou on considère qu'elles ne sont pas pertinentes. Donc c'est faire la preuve que ces inégalités existent. Et il y a tout un aspect d'enquête presque pré-sociologique de montrer alors on appelait la condition des femmes, et puis de montrer aussi les mécanismes, donc on dirait aujourd'hui de la domination masculine. Il y avait déjà le mot de patriarcat à la fin du 19e siècle, pour essayer de comprendre comment les hommes ont pris le pouvoir et comment cette situation inégalitaire s'est instituée dans les sociétés humaines, parce que c'est dans le passé, dans le présent et dans plein d'ères culturelles différentes. Et puis c'est bien sûr la lutte collective qui permet un nous femme et qui construit une catégorie, qui construit la catégorie de ce nous, non pas sur du biologique, mais sur une condition commune de victimes d'inégalité, et qui va à la fois vouloir encourager les femmes à prendre conscience de ces inégalités, de se révolter contre, et aussi prendre ce qu'on appellerait aujourd'hui l'empowerment, c'est-à-dire un pouvoir d'agir, une capacité d'agir, en leur disant « vous êtes capable de vous révolter, vous avez raison de vous révolter, et voilà comment vous pouvez le faire ». Et est-ce qu'on peut l'utiliser rétroactivement, ce terme féminisme, pour qualifier des combats passés ?
Alors ça dépend un peu des cultures historiques. Il y a quelques historiennes qui ont eu, disons, des réticences à utiliser un mot pour pas faire d'anachronisme. C'est toujours le problème des historiennes et des historiens, c'est de pas plaquer non plus nos définitions et d'essayer de respecter des contextes particuliers. Mais néanmoins, c'est devenu de plus en plus commun, y compris par les militantes féministes elles-mêmes à différentes époques, qui vont chercher dans le passé parfois très lointain des héroïnes qui seraient leur pionnières, leur ancêtre de ces femmes. Alors souvent aussi, il y a une confusion entre femmes célèbres ou héroïnes et puis féministes. Donc la définition devient assez élastique par rapport à ce que ces féministes et ces militantes veulent montrer. Mais la réponse serait plus simplement oui, c'est possible, à condition de bien définir ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, quels sont les mots utilisés, dans quel sens, avec quel contexte. Et ça, c'est vraiment le travail historique. Est-ce que vous auriez un exemple d'un mouvement passé ou d'une figure passée qui se revendiquait pas féministe ou qui a émergé avant l'apparition de ce mot ? Oui, par exemple, Christine de Pisan, 1405, au Moyen-Âge, écrit ce magnifique ouvrage qui s'appelle La Cité des Dames et qui est, alors, il y a beaucoup de médiévistes qui voudraient surtout pas l'appeler féministe, mais dans l'histoire des féminismes, on a souvent commencé par Christine de Pisan. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cet ouvrage ? Elle reprend tous les préjugés de son temps et à travers un dialogue avec une muse imaginaire, elle donne tous les arguments pour dénoncer ces préjugés et pour dire mais non, ce n'est pas vrai que les femmes sont débiles, ce n'est pas vrai, elles peuvent apprendre à écrire, apprendre à lire, avoir une éducation. Donc c'est effectivement un des premiers grands textes qui est aujourd'hui étudié dans toutes les universités du monde comme un des grands textes féministes. Et vous, Florence Rochefort, vos ouvrages démarrent souvent à la période de la Révolution française 1789. Pourquoi ce choix ? J'ai plutôt étudié des mouvements féministes, c'est-à-dire des mouvements collectifs. Donc si j'étudiais l'histoire des idées féministes, je pourrais sans doute remonter avant. Après, il y a une histoire de compétences aussi. Quand on est historienne, historien, on a des compétences aussi selon des périodes qui sont pas toujours aussi élastiques. Mais c'est aussi parce que c'est là qu'apparaissent vraiment des mouvements collectifs et avec une référence à l'égalité des droits. Donc c'est la Révolution américaine, pas seulement la Révolution française. C'est vraiment la constitution des futures démocraties, des références aux droits de l'homme, on va dire aux droits humains, et qui permet en fait une revendication spécifique d'inclusion à l'intérieur de ces droits qui sont dits droits de l'homme à l'époque. Oui, et pour la Révolution française, l'une des figures incontournables que vous citez bien sûr dans vos ouvrages, c'est Olympe de Gouges, qui a rédigé en septembre 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme avec un petit h et du citoyen du 26 août 1789. Et elle écrivait « Les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation demandent à être constituées en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaltérables et sacrés de la femme. » Oui, c'est une très belle figure qui a été assez longuement méconnue et qu'aujourd'hui des féministes essayent de panthéoniser. Et ce serait tout à fait mérité et intéressant. C'est un texte assez fondamental, même s'il a peu circulé à l'époque même, c'est important de le souligner. Mais après, il est devenu une référence sous la Troisième République, un peu comme un symbole de la possibilité qu'a la pensée féministe de répondre à l'exclusion. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas incluses dans cette revendication du droit de vote, dans cette instauration d'un vote qui était à l'époque censitaire, c'est réservé à certains propriétaires, mais il ne faut pas non plus limiter Olympe de Gouges à cette dimension de la citoyenneté entendue comme droit de vote, parce qu'elle parle aussi dans cette même déclaration du mariage, de l'égalité dans le mariage, de faire du mariage un contrat, donc de pouvoir divorcer. Un contrat, on peut se dédire. Et elle a toute une dimension qui, en fait, comprend aussi bien ce qu'on appelle les droits civils que les droits politiques. Dans cette prise de conscience de ces femmes révolutionnaires, il y a aussi toute une dimension de genre, c'est-à-dire, même si le mot
mot n'est pas utilisé de cette façon-là, c'est-à-dire de la critique de la féminité et au nom de la féminité, on cantonnerait les femmes dans certains secteurs, dans une certaine sphère privée, c'est toute la pensée de Rousseau, et elles défendent en fait l'accès à l'éducation, l'accès à l'activité économique, c'est absolument déjà fondamental dans ces premiers féminismes de la Révolution. Oui, et vous associez d'ailleurs la figure de l'Inde de gauche à celle de l'écrivaine Mary Wollstonecraft, et je lis un extrait de son livre « Défense des droits de la femme » paru en 1792. Endoctrinés dès leur enfance à croire que la beauté est le spectre de la femme, leur esprit prend la forme de leur corps et enfermé dans cette cage dorée ne cherche qu'à décorer sa prison. C'est une critique, on pourrait dire, des normes de genre, c'est-à-dire les femmes sont enfermées dans l'art de plaire et elles se confortent dans cette prison, dans cette cage dorée, comme elle dit. Donc elle les encourage à prendre conscience qu'il s'agit bien d'un leurre, et que c'est par l'éducation qu'on pourra encourager les femmes et les aider à accéder à un autre, on pourrait dire, niveau de conscience, et donc une possibilité de révolte. Parce que beaucoup de femmes n'étaient pas féministes. Il y a quelques hommes féministes et beaucoup de femmes n'étaient pas féministes. Donc le discours, il est aussi adressé aux femmes pour qu'elles prennent conscience de l'inégalité et pour qu'elles aient les outils pour s'en défaire. Quand on parle des débuts du féminisme, c'est souvent associé dans le grand public à la conquête des droits citoyens, puisque c'est aussi à cette époque que de nombreux droits, à commencer par le droit de vote, ont pu être obtenus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est une revendication, comme on l'a évoqué, qui est importante, mais qui ne doit pas effacer l'ampleur vraiment considérable des autres revendications aux mêmes époques. C'est à chaque fois on retrouve éducation, travail, culture, l'accès à l'écriture qui est fondamental. Mais c'est quand même à un moment donné une revendication qui prend le dessus, notamment en 1848, parce que en France c'est le moment de la Deuxième République où on instaure le suffrage universel. Donc aujourd'hui on précise bien masculin. Les féministes mettent évidemment l'accent sur le suffrage, mais elles mettent aussi l'accent sur l'accès au travail et le droit au travail. Et puis, sous la Troisième République en France, c'est Hubertine Auclair, comme on l'a déjà évoqué, qui est une pionnière pour mettre cette revendication au centre de son programme, en pensant que tout découlera du droit de vote. C'est une journaliste tout à fait hors pair, et à chaque fois elle finit ses articles, elle parle de toute la condition féminine, de toutes les inégalités, mais elle finit toujours avec cette phrase « Si les femmes avaient le droit de vote, on pourrait changer ces situations inégalitaires ». Mais au début, elle est tout à fait isolée à avoir cette stratégie. Et puis petit à petit, et c'est aussi un mouvement transnational, c'est-à-dire que c'est aussi parce que les Américaines et les Britanniques mettent l'accent sur cette revendication, lancent un mouvement international qui va lui-même stimuler des mouvements nationaux, un peu dans toute l'Europe, puis après hors Occident, pour mettre le vote au centre de la mobilisation féministe. Oui, par exemple, en parlant de Grande-Bretagne, est-ce que vous pourriez nous parler du mouvement des suffragettes ? D'où vient ce mot déjà ? C'est un mot désigné par la presse. Souvent, c'est intéressant de le souligner parce que l'histoire du féminisme, c'est toujours aussi l'histoire des anti-féminismes, puisque c'est une réponse, et c'est aussi l'histoire de la réception de ces idées. Et là, les médias jouent un rôle très important. Ils observent, souvent avec plutôt de l'aigreur, mais il propose des mots, et on a vu déjà pour le mot féministe que quelquefois les militantes reprennent. Eh bien, c'est exactement le cas pour suffragette. Et ça désignait ces suffragistes donc plus radicales qui voulaient passer à des actions vraiment spectaculaires et des actions même violentes pour essayer de débloquer ce que le gouvernement anglais ne voulait jamais accorder, c'est-à-dire l'égalité politique. Donc elles ont vraiment des initiatives absolument incroyables. Elles commencent à apparaître en 1903, et puis en 1905, elles commencent déjà à boycotter des meetings de grands partis politiques, et puis en 1908 et 1909, elles vont jeter des pierres, briser des vitrines, et elles vont être arrêtées. Et une fois qu'elles sont en prison, elles demandent à avoir le statut de prisonnière politique, ce qu'on leur refuse, qui est quand même aussi un très beau symbole du refus de l'identité politique des femmes et du combat féministe. Et là, elles vont faire la grève de la faim. Et on va les nourrir de force. Donc tout ça est commenté, évidemment dénoncé. Dès qu'elles ressortent de prison, elles s'empressent de faire savoir les mauvais traitements dont elles ont été victimes.
Et puis, il y a des actions très spectaculaires, de plus en plus radicales, où elles vont carrément lancer des bombes contre des bâtiments officiels, se jeter sous les sabots d'un cheval. Je pense que maintenant, c'est clair qu'elles ne pensaient pas du tout en mourir. Elles pensaient arrêter la course très prestigieuse du derby de course de chevaux. Et puis, il se trouve qu'elle a été écrasée par le cheval. Mais très longtemps, on a cru que c'était une sorte de postulat jusqu'au sacrifice suprême. Et elle a été vénérée comme quelqu'un qui s'était sacrifié. Et quel est son nom ? Emily Wilding Davidson. Et il y a aussi le coup de couteau dans le tableau de la Vénus. Mary Richardson, qui elle aussi est très très impliquée dans ce mouvement et qui, pour défendre la grande leader de ce mouvement qui était Emmeline Pankhurst, qui a fondé ce groupe de suffragettes, elle veut dénoncer les mauvais traitements subis par Emmeline Pankhurst, que déjà elle a subi elle-même aussi, d'être en grève de la faim et avec des mauvais traitements infligés par la police et par la prison. Et elle va lancer un coup de couteau contre la Vénus de Velasquez dans la Galerie nationale de Londres, en disant que c'est pour protester contre les mauvais traitements subis par Emily Pankhurst. C'est un acte très fort qui provoque un véritable scandale. On ferme carrément les musées. Dans votre livre, vous évoquez aussi les multiples mouvements féministes en dehors des frontières occidentales. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de mouvements de la même époque ? Cette stratégie des suffragettes, elle inspire aussi des Américaines qui vont reprendre la tactique. Elle inspire aussi des féministes en Chine qui vont reprendre aussi cette tactique. Le développement de ces mouvements dans la dimension internationale et transnationale essaime un peu partout cette idée d'égalité des sexes qui est reprise dans beaucoup de pays, y compris les pays colonisés. On articule la lutte pour l'émancipation, la libération nationale avec la lutte pour l'émancipation des femmes. Mais il s'agit quand même que d'une petite minorité qui est très critiquée évidemment par les colonisateurs, qui est très critiquée aussi par les militants, disons, pour la libération de leur pays, parce que souvent, on considère qu'elles imitent le modèle occidental. Donc, il était très important de reprendre un récit qui les inclut en tant que féministes ayant vraiment leur autonomie de pensée et non pas des femmes d'Orient qui copient les occidentales comme on les dénonce encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tout aussi une vision historique un peu générale qui les critique comme ayant été trop fascinées par le modèle de la femme occidentale. Il y a vraiment ce qu'on appelle un syncrétisme, quelque chose on s'inspire de certains modèles, on se l'approprie, on le réinsuffle à l'intérieur d'une propre lutte qui est la lutte pour la décolonisation et on en tire un certain type de féminisme. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? Oui, c'est un peu international. Peut-être un des plus marquants, c'est celui de l'Égypte, parce que on est dans des sociétés dont on suppose pas, avec nos préjugés autour des sociétés musulmanes, dont on ne suppose pas qu'elles ont eu des féminismes très puissants. Alors pas puissants au plan du nombre, mais puissants au plan de ce qu'elles proposent. Donc il y a cette féministe qui s'appelle Ouda Sharawi, qui fonde ce journal qui s'appelle Égyptiennes en 1920 et qui vont être parmi les premières égyptiennes à enlever leur voile publiquement, en sortant d'ailleurs en revenant d'un grand congrès international, et qui vont adapter ces revendications à leur propre société. Alors au départ c'est francophone et ça correspond plutôt à une élite lettrée. Et puis, ça va devenir, dans les années suivantes, un mouvement plus arabophone et qui va essayer de s'enraciner de façon plus large. Florence Rochefort, j'aimerais bien vous demander pourquoi on classe souvent le féminisme par vagues, c'est-à-dire la première vague, celle de la conquête des droits citoyens, notamment les suffragettes, la deuxième dans les années 70. D'où vient cette métaphore ? C'est plus continu, surtout si on se situe à une large échelle internationale. On est beaucoup moins avec des scansions qui seraient identiques partout, parce que l'histoire des féminismes, il est scandé beaucoup aussi par des grands événements, les guerres, les révolutions, les moments de répression où on peut plus du tout s'exprimer. Et ça, c'est pas partout pareil. Maintenant, la métaphore des vagues, elle est venue dans les années 70 pour essayer de montrer la nouveauté. C'est-à-dire que c'était une
façon de dire on est la deuxième vague. En France, il y avait ce numéro de Partisans qui s'est appelé Année Zéro. C'était pour souligner la nouveauté, une nouvelle génération, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de revendiquer. Et effectivement, il y a rupture, donc c'est une métaphore qui peut être parlante. Maintenant, là où elle est un peu limitée historiquement, c'est que d'abord, si on la numérote, évidemment, nous, on peut plus remonter la vague -1, la vague -2, la vague -3, ça veut rien dire. Et puis ensuite, ça donnerait l'impression qu'il n'y a rien avant, ou qu'il y a des grands moments où il n'y a rien, alors qu'en fait, il y a toujours des choses sous-jacentes. Par exemple, dans des moments de répression, il y a toujours des femmes qui s'expriment, et quelquefois aussi des hommes, qui font des essais. À ce moment-là, c'est plutôt le reflux dans l'écriture. Mais il y a beaucoup plus de continuité qu'on ne croit. Là où il y a discontinuité, c'est dans l'action collective. Là, quand on n'a pas le droit de se réunir et qu'on est réprimé, là, c'est évident qu'on ne peut pas avoir une action collective. Oui, c'est justement l'exemple du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, publié en 1949, donc supposément dans un creux de la vague. Pourriez-vous nous parler de l'impact de cet essai ? Déjà de cet aspect très exceptionnel de pouvoir écrire presque un monument qui reste encore aujourd'hui tout à fait d'actualité, qui paraît en 1949. Alors là, on est vraiment à un moment très difficile. On sort de Travail, famille, patrie, et on sait qu'à la Libération, on n'a pas du tout soldé de tout compte l'héritage de Vichy, et qu'on est dans un familialisme assez aigu. Et Simone de Beauvoir, elle est au sommet d'un moment de maturité, de son expérience personnelle, de sa maturité philosophique, et elle s'enferme pendant plus d'1 an à la Bibliothèque nationale pour faire vraiment le point sur cette question des femmes. Et elle dit dans ses lettres, je voulais prendre cette question philosophique, mais à partir aussi de son interrogation, qu'est-ce que c'est d'être femme finalement, puisqu'elle est vraiment dans un milieu masculin. Et elle produit cet essai absolument d'une richesse absolument incroyable, et qui a eu un impact, puisque c'était votre question, important, plutôt négatif au départ, au niveau de la presse et des intellectuels autour d'elle, qui ne se privent pas, surtout les intellectuels de droite, surtout les intellectuels catholiques, qui ne se privent pas de l'injurier, vraiment des pires choses. Et puis on s'aperçoit, il y a une thèse récente qui vient d'être soutenue autour des lettres qu'elle a reçues. C'est-à-dire que là, on voit d'abord, elle a vendu beaucoup d'exemplaires, c'est quand même aussi un signe. Et puis elle reçoit des lettres de femmes pour qui c'est une véritable révélation de lire cet ouvrage. C'est toujours le cas aujourd'hui, je me rappellerai toujours du moment où j'ai lu pour la première fois Le deuxième sexe. C'est libérateur comme lecture. D'ailleurs, je vais citer un extrait de l'ouvrage que vous avez coécrit, Ne nous libérez pas, on s'en charge. C'est dans le chapitre consacré à l'enfance qu'elle, donc Simone de Beauvoir, lance sa formule devenue si célèbre « On ne naît pas femme, on le devient ». Avec une très grande érudition, Simone de Beauvoir démonte tous les préjugés communs et savants sur un supposé éternel féminin. Elle constate une mutation en cours dans la vie des femmes, mais aussi leur incapacité à surmonter les entraves pour advenir sujet de leur propre destin, accéder à leur singularité et à la liberté. Simone de Beauvoir aussi, je pense que c'est important d'en parler. Elle a donc eu une longue carrière, une longue vie publique. Elle s'est aussi beaucoup impliquée dans les causes décoloniales. Vous en citez aussi plusieurs exemples dans vos livres. Je fais des allers-retours dans les époques. En Syrie, de Nazik Abid, à la fin du 19e siècle, qui était surnommée la Jeanne d'Arc du Levant. Oui, c'est des exemples du Moyen-Orient. On peut les mettre en écho avec ces exemples en Inde, de tous ces féminismes qui, dans des situations coloniales, sont partis à la fois de la condition d'être femme et de vouloir ne plus être inférieure, et puis aussi des conditions très concrètes de vouloir changer les lois, les droits civils, toujours pareil, et puis les droits politiques, et puis l'engagement dans la lutte coloniale, d'où l'expression de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que c'est des combattantes aussi pour les luttes anticoloniales. Et dans les années 70, d'autres problématiques ont émergé, tout du moins occupé le devant de la scène féministe. Les luttes en France, aux États-Unis, se sont axées sur les droits reproductifs et le rapport au corps plus généralement. Je vais citer l'exemple du livre Notre corps, nous-mêmes, qui a été depuis réédité de nombreuses fois et qui est assez emblématique de cette époque. C'est un manuel de santé féministe écrit par un groupe de femmes de Boston, paru pour la première fois en 1973 et réédité depuis de multiples fois. D'ailleurs, à ce sujet, en 2020, il y a une version réactualisée qui a été publiée chez Hors d'Atteinte.
Oui, c'est un moment de refondation de la problématique féministe qui est très inspiré du marxisme et de la psychanalyse. Alors avec une position critique, on ne reprend pas Marx, Freud et Lacan tels quels, puisque c'était souvent des monuments plutôt patriarcaux. Mais en revanche, ça remet la question du sujet qu'avait donc déjà abordé Simone de Beauvoir, et la question de la subjectivité et du corps et de la sexualité, qui devient centrale, et le slogan « c'est le privé et politique », c'était une réponse beaucoup aussi à l'extrême gauche, parce que c'est des mouvements qui se situent vraiment dans cette deuxième gauche aux États-Unis, dans l'extrême gauche, dans les différents pays où elle est présente. Et en général, on répondait toujours aux femmes, mais bon, vos questions de bonne femme, c'est pas politique, c'est pas urgent, c'est pas important. Donc c'était une réponse pour dire, mais non, notre privé, c'est ce qui pourra changer la société. Et c'était extrêmement fort. Et l'idée qui est commune, alors là, avec le passé, c'est de partir du vécu et de l'expérience des femmes. Ça, c'est vraiment commun à toute l'histoire des féminismes. Qu'on repart de la parole, sauf que là, elle va plus loin dans la confidence sur la sexualité, mais c'est la parole libérée sur l'intimité, sur la sexualité et sur l'homosexualité qui devient un thème central. Je dis homosexualité, bien qu'on ne parle plus de cette façon-là, mais c'était le mot qui était utilisé à l'époque. Oui, et je vais lire un extrait de Notre corps, nous-mêmes, que j'ai beaucoup aimé sur la colère. Nous étions étonnés et gênés de nous voir si souvent en colère au cours de nos discussions. C'est qu'on nous a élevés dans l'idée qu'il est nécessaire d'aimer et de se faire aimer par tout le monde. Se mettre en colère ou mettre quelqu'un ou quelqu'une en colère, c'était se rabaisser à ses propres yeux. Dans le passé, nous avions presque tout du mal à exprimer notre colère, que ce soit verbalement ou physiquement. Dans les années 70, il y a eu l'émergence d'un mouvement politique lesbien assez important, qui a aussi milité pour l'adoption du droit à l'avortement, qui peut servir à tout le monde, mais a priori quand même plutôt pour les femmes hétérosexuelles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement au sein du MLF notamment ? Oui, au sein des féminismes des années 1960-70, dans cette parole libérée, émerge bien sûr la prise de conscience des expériences lesbiennes qui existaient déjà et qui étaient souvent cachées ou tues et surtout pas partagées. Et puis, ça a été aussi un moment de découverte d'une possibilité ou d'expérience lesbienne ou tout simplement de découverte de son lesbianisme, parce que c'était des mouvements non mixtes avec une assez grande valorisation de la sororité, de l'échange, des affects aussi très importants dans ce militantisme aussi de la confidence, du privé, de vouloir changer la vie. Il y avait aussi des week-ends, des communautés, donc tout ça a favorisé la prise de conscience lesbienne. Et il y a eu un moment où une partie des lesbiennes ne se retrouvait plus dans ce mouvement plutôt hétérocentré et dont les revendications, comme vous l'avez souligné, étaient quand même majoritairement des revendications liées à l'hétérosexualité et qui ont voulu s'organiser à part. Et ça a créé des divisions entre des lesbiennes qui voulaient rester à l'intérieur de mouvements mixtes, on va dire mixtes hétéros et pas hétéros, et au contraire de vouloir créer des courants, parce que ça n'a jamais été évidemment un parti politique, c'était un mouvement avec toutes sortes de courants, créer des courants spécifiques. Et puis ensuite, ces courants spécifiques ont été rattrapés, on peut dire, avec la mobilisation LGBT qui date, disons, en Occident, plus des années 70-80, et dans lesquelles ensuite elles pourront soit militer à la fois dans le féminisme et dans les mouvements LGBT, soit au contraire que dans les mouvements LGBT qui aujourd'hui s'appellent QIA+. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai posé la question sur les lesbiennes, mais évidemment, ça vaut aussi pour les personnes bisexuelles. Oui, bisexuelles, trans, ou qui aujourd'hui ne veulent pas se reconnaître dans une des catégories et qui sont non-binaires. Mais ça, c'est une problématique plus récente. À chaque fois, je renvoie à cet épisode. Mais donc, le premier épisode de Faire Genre était avec le sociologue Emmanuel Bobati. Je crois que j'ai pas fait un épisode jusqu'à présent sans renvoyer vers l'épisode numéro 1. Donc, écoutez-le, il est très bien. Qui travaille sur les transidentités. Et oui, Florence Rochefort, effectivement, il y avait énormément de courants qui coexistaient en France au sein du MLF. J'avais d'ailleurs, à un moment, pour Libération, retrouvé d'anciennes contributrices du Torchon Brûle qui m'expliquaient justement l'importance d'avoir un journal à soi pour s'exprimer sans entre guillemets, censure, pour avoir la place de s'exprimer. Ça fait écho à l'époque actuelle avec l'essor de
toute une nouvelle génération de presse féministe papier, Censored, Gaze, La Déferlante. Mais je pense aussi évidemment au podcast aujourd'hui et par exemple à celui de Lorraine Bastide, La Poudre, qui, à mon sens, est le premier podcast à avoir donné la parole à des invités femmes dans la longueur. Ça m'intéresse tout particulièrement ces liens entre journalisme et féminisme, puisque vous l'aurez compris, je suis journaliste. Et en lisant vos ouvrages, effectivement, j'ai trouvé énormément de références à des journaux. Par exemple, vous avez déjà cité l'exemple du féminisme en Égypte. Vous aviez mentionné dans votre livre la revue égyptienne créée en 1925 en langue française, puis La femme égyptienne en 1937 en langue arabe, créée par Huda Sharawi. Oui, et puis il y a des ancêtres encore plus anciennes à cette histoire du journalisme et du féminisme. C'est La femme libre des Saint-Simoniennes en 1832. C'est intéressant de s'y arrêter parce que c'est leur seul mode vraiment d'expression, c'est le journal. Et le journal, c'est un espace féministe qui traverse les époques. Alors bien sûr, le contenu va changer et les revendications et surtout les façons de parler changent. Mais finalement, ce qu'il y a de commun, c'est l'espace d'expression et la mise en commun de ces femmes et aussi leur expression de journaliste, c'est-à-dire la façon dont elles parlent, dont elles analysent la situation des femmes, mais aussi dont elles veulent recueillir la parole des autres femmes. Donc cette première expérience de 1832, c'est des ouvrières, et en plus des ouvrières de 20 ans. Donc c'est vraiment très original dans l'histoire du féminisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous faites référence quand vous parlez des Saint-Simoniennes ? C'était un groupe de femmes qui ont été liées à ce mouvement qu'on appelait le saint-simonisme, qui, dans les années 1830, est une des utopies socialistes qui espère un monde meilleur en refondant les rapports, notamment les rapports sociaux et les rapports économiques. Ils croient beaucoup au progrès et à la redistribution. Il y a presque une dimension aussi collectiviste. Et pour une petite partie de ce mouvement qui pense pouvoir refonder les rapports hommes-femmes en libérant la chair. Alors, libérant la chair, ça veut dire libérer la sexualité. Et les Saint-Simoniennes, qui vont s'exprimer dans le féminisme, qui vont devenir féministes, font partie de ce petit courant qui ont cru à cette possibilité d'inventer des nouveaux rapports hommes-femmes. Et ça ne veut pas dire que toutes ont accepté de vivre cette expérience de l'amour libre. Quelques-unes l'ont fait, en témoignent, c'est ça qui est aussi tout à fait fascinant, mais souvent en ont payé le prix fort, parce qu'elles se retrouvent souvent mères de plusieurs enfants, mères célibataires de plusieurs enfants, et quelques années plus tard, on les retrouve en 1848, elles ne veulent plus défendre l'amour libre. Mais elles s'expriment donc dans ce journal qui s'appelait La femme libre. Ah, intéressant. Et pourquoi elles ne voulaient plus défendre l'amour libre en 1800... Eh bien parce qu'elles ont compris que le saint-simonisme avait été fondamentalement attaqué. C'était impossible de défendre cette utopie en 1832 dans une société encore très catholique et très puritaine. Et puis, c'était aussi très ambigu à l'intérieur de ce mouvement. Et dans les utopies d'émancipation sexuelle, souvent, les femmes, même si elles adhèrent aussi à cette utopie, elles sont souvent instrumentalisées par les hommes. Parce qu'il se trouve que dans la sexualité, il y a des rapports de pouvoir. Et ces rapports de pouvoir, ils sont liés à la domination masculine. Ce qui fait que ces femmes engagées à l'intérieur même de ces utopies, en général, se retrouvent objets et non pas sujets, et elles se retrouvent souvent extrêmement insatisfaites de passer, disons, de corps en corps sans y trouver leur compte. Et en plus, elles se retrouvent, dans le saint-simonisme en tout cas, très isolées. Une fois qu'elles se retrouvent enceintes. C'est aussi des expériences avant la contraception. Et puis d'abord, elles ont vieilli, c'est-à-dire qu'en 1830, elles ont 20 ans, en 1848, ça leur paraît moins important. Ça me fait penser au projet de Victoire Tuaillon avec Le cœur sur la table quand elle émet des critiques sur le polyamour. Et toujours en écho au lien entre journalisme et féminisme, on ne peut pas en parler sans parler de l'époque actuelle et de MeToo, un hashtag qui avait été originellement créé par la travailleuse sociale afro-américaine Tarana Burke et qui a percé le devant de la scène internationale lorsque des enquêtes du New York Times et du New Yorker sont parues il y a 5 ans exactement pour donner la parole
parole à des actrices qui dénonçaient des violences sexistes et sexuelles perpétrées par un puissant producteur de cinéma. Comment vous avez vécu cette période en tant qu'historienne ? Comme un moment assez exceptionnel de renouveau des problématiques autour de la violence. C'est pas nouveau de dénoncer la violence, le viol. Vraiment, les féministes des années 70 ont fait un travail considérable d'analyse aussi théorique qui a sans doute permis cette prise de parole. Ce qui est surprenant, c'est son ampleur mondiale, et ça, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux et à Internet. Le fait que ça devienne vraiment planétaire, et que par rapport justement à cette idée que y aurait un féminisme occidental qui ne serait pas adaptable, là, on voit que chacune s'empare de cette dénonciation de la violence subie. On voit aussi l'importance du témoignage, c'est-à-dire que l'importance pour ces femmes de dire qu'elles ont été victimes, de le mettre en commun, et la fondation d'un nous. C'est-à-dire que là, c'est le nous autour de la victime, mais c'est le nous aussi autour de la révolte. Là, c'est vraiment la possibilité de parler quand même de la sexualité, de parler de son corps et de parler de son traumatisme. Donc, c'est tout à fait fascinant pour une historienne de voir son objet d'étude, disons, se remétamorphoser sous ses yeux. Oui, vous parlez de remétamorphose, j'ai l'impression que c'est toujours un peu une perpétuelle redécouverte. Oui, à chaque génération, on retrouve des ingrédients communs. C'est vraiment la dénonciation de l'inégalité, le vécu de cette inégalité. Aujourd'hui, c'est un vécu subjectif et traumatique qui peut se mettre en commun et qui crée du politique. Le plus frappant dans l'histoire des féminismes, c'est l'accès au politique. On passe, le privé politique, c'est quelque chose qu'on retrouve à différents moments de l'histoire. Même si ce privé, il n'a pas le même contenu, les mots ne sont pas les mêmes, on ne peut pas dire la même chose en 1789 sur comment on a... Mais par contre, on sait dans les biographies qu'elles ont subi des violences, que le père de Mary Wollstonecraft était alcoolique et battait sa femme. On peut, nous, retrouver ce privé qu'elle ne pouvait, elle, pas forcément mettre sur la table, justement. Mais en revanche, ce qu'il y a de commun, c'est que ce passage au politique, il est libérateur et il enclenche des nous, femmes, qui peuvent... produire de la libération pour des femmes, même quand elles ne sont pas concernées directement par ce traumatisme. Oui, et je pense que ce nous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est aussi en plusieurs dimensions. J'en viens à l'émergence de ce concept d'intersectionnalité. Aujourd'hui, quand on parle de féminisme, on parle de plus en plus de féminisme au pluriel. C'est important de montrer la diversité parce qu'il y a beaucoup de communs et puis on vient d'une culture assez universaliste, surtout en France. Donc à la fois, il faut montrer qu'il y a de l'universel, mais qu'il y a aussi du particulier, du spécifique. Donc le S permet de souligner qu'effectivement, il y a plusieurs façon d'articuler ces questions d'émancipation, de libération et de révolte, et que chacune est à respecter aussi intrinsèquement. Après, la question, c'est comment tout ça peut se coaguler pour devenir une force sociale et politique dans un contexte donné. Mais le S, il permet vraiment de montrer qu'il y a plusieurs façons d'être féministe et que c'est quelque chose là qu'on retrouve à différentes époques, avec des projets qui peuvent s'articuler ensemble ou au contraire parfois ne pas pouvoir se mettre d'accord. Dans ce même mouvement de renouvellement des féminismes, on voit de plus en plus apparaître des figures qui émergent depuis le passé et qui étaient longtemps oubliées. C'est par exemple l'exemple des sœurs Nardal dont vous parlez assez longuement dans vos ouvrages. Oui, les sœurs Nardal, c'était un bel exemple justement du renouveau à partir de ce questionnement autour de l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'enchevêtrement des dominations. Ça nous a conduit à essayer de mieux comprendre l'articulation entre racisme et féminisme, racisme et antisexisme. Donc on le trouve déjà sous la Révolution française dans le mouvement contre l'esclavage. Et les sœurs Nardal dans l'entre-deux-guerres en France sont des sœurs qui viennent des Antilles, qui sont étudiantes en France, qui ont un salon d'écrivains, d'artistes, de personnes cultivées, qui mettent en commun l'exploration de ce qui va être la culture noire et la négritude. Donc elles sont vraiment les pionnières de la pensée de la négritude. Elles s'expriment dans des journaux, elles réfléchissent. Donc les deux sœurs sont Jeanne et Paulette Nardal. L'une va par exemple parler d'internationalisme noir, l'autre parle de conscience de race. Et elles ont aussi conscience
conscience d'être des femmes noires d'étudiantes noires, dont la couleur finalement prend plus d'importance que leur succès d'étudiantes. Et puis, elles reconnaissent longtemps après qu'elles ont été des pionnières un peu évincées dans cette histoire de la négritude. Oui, et d'ailleurs, Pauline Nardal, en 1963, a adressé une lettre au biographe de l'écrivain Léopold Sédar Senghor en parlant des 3 écrivains emblématiques de la négritude, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas et Aimé Césaire. Et Pauline Nardal écrit « Ils se sont emparés des idées que nous avions lancées en les exprimant et en les modelant avec plus de brio. Nous étions certes des femmes, mais de véritables pionnières. Nous leur avons indiscutablement ouvert la voie. » Florence, j'aimerais bien vous poser une question un peu plus personnelle. Je me demande comment vous êtes devenue historienne des féminismes. En étant déjà militante féministe et passionnée par le féminisme dès l'âge de 15 ans, comme lycéenne. Donc moi, je fais partie de cette génération des années 70 qui a baigné dans ce mouvement. Donc c'était évident pour moi de m'engager dans la lutte pour l'avortement déjà, et puis dans tout ce milieu militant très très riche, et y compris dans les lycées. Et quand je suis devenue étudiante en histoire, j'ai eu aussi la chance de bénéficier de ce mouvement d'intérêt pour l'histoire des femmes, notamment autour de Michel Perrault, en étant dans cette université, mais que j'avais aussi choisi parce que c'était une université issue des années 70. Donc Michel Perrault, grande historienne des femmes pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Et Michel Perrault, déjà, elle animait un séminaire sur l'histoire des femmes. Il n'y avait pas énormément de choses à ce moment-là sur l'histoire des féminismes. Et donc, avec Laurence Kleichmann, nous avons décidé de faire déjà notre maîtrise à 2, puis une thèse à 2, ce qui était aussi très original. Et Michel Perrault permettait cette originalité et permettait aussi qu'on choisisse des sujets qui n'étaient pas du tout considérés comme très sérieux. On a fait l'histoire des féminismes sous la Troisième République, avant la guerre de 14. C'était notre sujet de thèse. Et c'était très difficile ensuite de rentrer dans le milieu académique en étant une pionnière, on va dire, puisque c'était la première thèse sur l'histoire des féminismes en France à l'université. Et beaucoup des historiens considèrent, même encore aujourd'hui, que c'est pas un sujet scientifique. À partir du moment où vous mettez féminisme, vous êtes militante, donc pas scientifique. Donc il a fallu aussi beaucoup de traversées du désert avant de pouvoir, exercer mon métier dans le monde académique, justement. Et pour clôturer cet échange, Florence Rochefort, j'aimerais savoir où se place aujourd'hui votre regard en tant qu'historienne. Je regarde d'abord tous les nouveaux travaux qui nous permettent de mieux enrichir cette histoire des féminismes avec d'autres concepts, justement, ou d'autres focales, notamment l'intersectionnalité, mais aussi le lesbianisme, l'histoire des homosexualités, l'histoire des LGBT. Ça permet vraiment de renouveler beaucoup notre récit. Beaucoup de choses sont encore à découvrir, mais j'ai envie aussi de finir sur ces femmes iraniennes, c'est-à-dire que c'est aussi l'actualité, le présent, qui nourrit notre acuité, notre regard. Et si vous voulez, c'est une histoire qui n'est jamais déconnectée de ce qui est en jeu. Et aujourd'hui, chapeau à celles qui enlèvent leur foulard là-bas. Merci beaucoup Florence Rochefort pour cet entretien très dense et qui nous a fait voyager dans notre histoire. Faire genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du Genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Plé, Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.